N'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez notre contenu et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. C'est parti. Bon, bonsoir à tout le monde. Vu que le docteur Henri-Léonard Moll est déjà prêt, nous allons commencer. Docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Ayao. Docteur, dans quelques jours, 2 jours, 3 jours. Beaucoup de courage aussi pour toi. Alors, je suis le docteur Henri-Léonard Moll. Je suis interne d'obstétrique et de gynécologie à la faculté de médecine et de sciences biomédicales de l'unité de Yaoundé 1. Donc, dans le cadre des activités du Medical Mind, il m'a été proposé de présenter ce soir sur la pré-éclampsie et l'éclampsie. Donc, j'ai proposé qu'on le fasse sous cette forme, sous la forme diagnostic et prise en charge, pour que nous soyons assez pratiques comme le veut notre structure. À cet effet, la cible retenue pour ce travail sera les étudiants en médecine, bien évidemment, les médecins généralistes, mais aussi les résidents et les internes. De ce fait, nous avons fixé comme prérequis la physiologie de la grossesse et les pathologies hypertensives en grossesse. Ceci dit, je voudrais préciser que dans notre travail, nous n'allons traiter que de la pré-éclampsie. La pré-éclampsie qui fait partie d'une grande entité qu'on appelle les hypertensions gravidiques, qui sont les survenues de troubles hypertensifs pendant la grossesse. Et donc, nous avons 4 principales formes qui sont la pré-éclampsie, la pré-éclampsie surajoutée, l'HTA gestationnel et l'HTA chronique. Donc, nous ne parlerons dans notre travail que de la pré-éclampsie uniquement. Nous allons nous fixer pour objectif de définir la pré-éclampsie et l'éclampsie. Nous devons être capables de citer 5 facteurs de risque de la pré-éclampsie, d'expliquer les mécanismes pathogéniques de la pré-éclampsie, de donner 5 éléments en diagnostic d'une pré-éclampsie et d'une éclampsie, de citer 5 complications maternelles et 3 complications fœtales, et d'énumérer les principes de prise en charge de la pré-éclampsie sévère. Le plan que nous allons adopter, c'est un plan classique des diagnostics et prise en charge. Après l'introduction, nous allons aborder de manière chronologique les généralités, les modalités éthiopathogéniques, le diagnostic, le traitement, et nous allons terminer par une conclusion. Alors, en guise d'introduction, disons que la pré-éclampsie est une entité spécifique à la grossesse. Nous ne saurons parler de pré-éclampsie en dehors de la grossesse. C'est l'une des 4 formes d'hypertension gravidique, je l'ai dit en début de présentation, et elle est greffée de complications qui peuvent être graves, aussi bien pour la mère que pour le fœtus. Alors, c'est quoi la pré-éclampsie? La pré-éclampsie, c'est une association d'une hypertension artérielle à une protéinurie significative après la 20e semaine d'aménorrhée. Ceci dit, nous parlons d'hypertension artérielle lorsque nous avons une pression artérielle supérieure à 140 pour la systolique et 90 pour la diastolique, prise à 2 reprises d'au moins 4 heures d'intervalle. Pour parler déjà d'hypertension, il faudrait que nous soyons d'accord là-dessus. Et la protéinurie ici est significative lorsqu'elle est supérieure à 300 mg par 24 heures. Donc, le tout, après la 20e semaine d'aménorrhée, ceci constitue donc ce que nous appelons la pré-éclampsie. Alors, pourquoi c'est intéressant de nous attarder sur la pré-éclampsie? Alors, les intérêts sont quadruples. Déjà, l'intérêt est épidémiologique. Nous disons que 8 à 10% selon l'OMS, les grossesses sont compliquées d'une pré-éclampsie. Les modalités diagnostiques sont aussi bien cliniques que biologiques. Sur le plan thérapeutique, nous disposons actuellement de nombreuses modalités thérapeutiques. Et sur le plan pronostic, la pré-éclampsie est greffée d'une morbimortalité maternelle et fœtale importante. Dans les études que nous avons nous-mêmes menées en 2022, nous sommes rendus compte que 3,5% des pré-éclampsie se terminait par un décès maternel. 3,5%, c'est encore quand même énorme dans notre contexte. Alors, s'il vous plaît, coupez vos micros. Nous allons continuer en disant que, en guise de rappel, nous allons m'attarder sur les modifications physiologiques de la grossesse, plus principalement sur les modifications cardiovasculaires en grossesse. Alors, nous savons que
pendant la grossesse, nous avons une augmentation du volume sanguin maternel d'environ 30 à 50%, cette modulation qui est maximale au troisième trimestre à partir de la 32e semaine, beaucoup plus. Nous avons 50% du volume plasmatique qui va augmenter et la masse globulaire va augmenter de 20 à 30% à peu près, ce qui sera responsable d'une hémodilution et donc de l'anémie physiologique de la grossesse. Également, nous avons l'augmentation du débit cardiaque pendant la grossesse, mais cependant, du fait de la progestérone, nous avons plutôt une diminution des résistances vasculaires périphériques. Et nous savons que la pression artérielle, c'est le débit cardiaque multiplié par les résistances vasculaires périphériques. Donc, nous aboutirons donc, malgré cette hypervolémie et cette augmentation du débit cardiaque, à une tension artérielle qui sera normale dans ce cadre-là. Nous avons jugé également important de rappeler la vascularisation artérielle de l'utérus, l'endomètre. Nous avons mis un petit accent sur les artères spiralées, qui sont ces artères-là qui doivent être envahies par les cellules trophoblastiques dans l'évasion placentaire. Donc, nous voyons donc que nous avons des artères arquées au niveau myométrial, aux artères radiées, puis les artères basales, et des artères spiralées qui sont les plus petites artères au niveau endométrial. Alors, nous avons également fait un rappel pronostic en disant que nous parlons d'hypertension légère, quand nous avons une pression artérielle qui est entre 140 et 159 de systolique et 90-109 de diastolique. Et nous allons parler d'hypertension de prééclampsie sévère lorsque nous aurons au moins un des critères de gravité suivants. Les critères normalement sont maternels et fœtaux. Sur le plan maternel, ils peuvent être cliniques et biologiques. Sur le plan clinique, nous avons une pression artérielle supérieure à 160 sur 110. Excusez la petite erreur, 160 sur 110. Nous avons la syndrome de Hebb syndrome, de troubles neurologiques persistants tels que les troubles visuels, les céphalées, les réflexes osseo-tendineux vifs et polycinétiques, un hématome rétroplacentaire, la survenue d'un œdème aigu du poumon, les douleurs épigastriques en bas et une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures. Sur le plan biologique, chez la mère, nous avons une créatinémie élevée et une protéinurie supérieure à 3 grammes par 24 heures. Les critères de diagnostic de prééclampsie sévère fœtaux, quant à eux, sont le retard de croissance intra-utérin et l'oligoamnios sévère. J'espère que jusqu'ici, on s'écoute très bien. Donc, ceci dit, une fois le décor planté, nous avons défini la prééclampsie, nous avons relevé les intérêts de notre entretien de ce soir. Nous allons aborder maintenant les mécanismes éthiopathogéniques de la prééclampsie. Alors, qui dit éthiopatogénie dit deux choses. Tout d'abord, les facteurs de risque et après la pathogénie proprement dit. Alors, sur le plan des facteurs de risque, les facteurs de prééclampsie sont connus. Ils sont aussi bien maternels, liés aux partenaires obstétricaux, que liés aux antécédents et aux comorbidités. Alors, sur le plan maternel spécifique, nous savons que c'est les extrémités, le jeune âge inférieur à 20 ans ou supérieur à 35 ans, la nulliparité, l'espace intergénétique long, le plus souvent depuis de 4 ans, un changement de partenaire, une exposition limitée au sperme, une insémination, ou même une primipaternité, ce que je n'ai pas mis ici. Donc, le fait d'avoir un enfant pour la première fois avec ce père, exposera à faire une prééclampsie. Également, les facteurs obstétricaux, nous savons les grossesses multiples, les molles datiformes, et toutes les autres comorbidités, le diabète, les pathologies thyroïdiennes, l'hypertension chronique, les collagénoses, les intestins familiales de prééclampsie, personnels de prééclampsie, l'obésité, sont donc tous ces facteurs-là qui prédisposeraient notre patiente à développer une prééclampsie. Ceci dit, nous allons évoquer donc la pathogénie, tout d'abord par les mécanismes, avant d'évoquer les conséquences. Qu'est-ce qui se passe dans une prééclampsie, dans une grossesse normale déjà? Dans une grossesse normale, les artères spiralées sont envahies par les villosités trophoblastiques. Il va donc suivre une disparition des fibres musculo-élastiques, une insensibilité aux substances vasopressives, une augmentation du calibre des artères, une augmentation de la perfusion utéroplacentaire. Ça, c'est le schéma classique dans une placentation normale. Cependant, dans une prééclampsie, nous avons un défaut de la seconde évasion trophoblastique. Alors, la seconde évasion trophoblastique se fait le plus souvent entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée.
On voit même pas son visage. Ce défaut d'évasion trophoblastique sera à l'origine d'une absence de remodélage des artères spirales qui va conduire donc ici à une ischémie placentaire et un infarctus placentaire. Nous avons rappelé tout à l'heure que lorsque les artères spirales sont envahies de manière adéquate par les cellules trophoblastiques, nous avons une augmentation du calibre des artères et une amélioration de la perfusion. Dans ce cadre donc, nous comprenons que du fait de ce défaut d'invasion, le calibre de l'artère va être plutôt réduit. Et on aura une ischémie qui conduira ensuite à un infarctus placentaire. Quelles sont donc les conséquences de cet infarctus placentaire? Nous allons avoir dans la circulation la libération des substances cytotoxiques et nous allons avoir un déséquilibre entre les facteurs angiogéniques et les facteurs anti-angiogéniques. Les facteurs angiogéniques sont ceux-là qui contribuent à la formation de l'unité fœtoplacentaire de ces vaisseaux. Et les facteurs anti-angiogéniques, eux, seront plutôt contraires à ce processus de placentation. Qu'est-ce qui va suivre la libération donc, de la circulation des facteurs anti-angiogéniques comme la tyrosine kinase, le vascular endothélial growth factor ou le placental growth factor. De plus, nous avons un déséquilibre dans la synthèse de prostaglandine. Donc ici, nous allons avoir plutôt une diminution des prostacyclines et une augmentation des thromboxanes qui sera donc en faveur de cette pathogénie. Pour nous résumer, nous disons que les mécanismes essentiels à la survenue d'une prééclampsie sont donc un défaut de remodélage vasculaire utérin qui est lié en grande partie à ce défaut d'évasion trophoblastique que nous avons suscité. Il s'en suivra donc une hypoxie placentaire et un stress oxydatif qui va entraîner un dysfonctionnement endothélial maternel lié aux diverses substances qui seront sécrétées dans la circulation maternelle. Une fois que ceci a lieu, donc, quels sont donc avant toute chose, excusez-moi, ce schéma ici récapitule un peu tout ce que nous avons dit. Alors, en haut, nous avons la placentation normale et en bas, la placentation, le défaut de placentation en cas de prééclampsie. Nous voyons bien que le schéma d'en haut, le schéma A, les artères spirales ont été envahies jusqu'à leur tiers moyen par les cellules trophoblastiques. Nous voyons qu'il y a une augmentation du calibre vasculaire et donc une bonne perfusion placentaire. Contrairement à la figure B où on a eu une vasoconstriction, ce vasospasme dû à la libération de ces substances toxiques. De ce fait, quelles sont donc les conséquences sur les organes de ce défaut d'invasion, de ce défaut de placentation? Tout d'abord, au niveau cérébral, nous allons avoir une nécrose fibrinoïde, des thromboses, un infarctus, un œdème, des hémorragies. Sur le plan cardiaque, nous allons avoir un volume d'expansion intravasculaire qui sera déficient par réduction du sang. On aura une absence d'effet réfractaire au vasopresseur endogène. Au niveau pulmonaire, les œdèmes du poumon non cardiogéniques par altération de la pression oncotique, de l'intégrité endothéliale même. Nous avons dit que il y aura sur le plan local une dysfonction endothéliale. Nous allons avoir au niveau du foie un dépôt de fibrine et de thrombine dans les capillaires portaux. Au niveau rénal, une glomérulo-endothéliose. Au niveau oculaire, des vasospasmes, un œdème de la rétine. Et au niveau placentaire, une ischémie placentaire. Donc, pour nous résumer, donc, nous avons dit que la prééclampsie est secondaire donc, à un défaut de la seconde évasion trophoblastique. Ce défaut d'évasion aura pour conséquence une absence d'une néoangiogénèse au niveau de la spirale qui va précéder donc une ischémie placentaire et un infarctus placentaire. Cet infarctus placentaire va entraîner dans la circulation maternelle la sécrétion de substances cytotoxiques et un déséquilibre de sécrétion de prostaglandine en favorisant cette fois-ci les facteurs anti-angiogéniques. Il s'en suivra donc des lésions locales comme le vasospasme, un défaut d'angiogénèse et également des lésions organiques dans tous les systèmes. L'éthiopathogénie donc abordée, nous allons entrer dans le diagnostic de la prééclampsie. Alors, le diagnostic positif, nous avons pris ici comme petite description, excusez-moi si ce n'est pas marqué, une nullipare de 19 ans qui est à 34 semaines de grossesse. Alors, les circonstances de découverte, le plus souvent, ça peut être lors des consultations prénatales chez une patiente qui présente une élévation échec fonctionnelle.
Ça peut être devant la survenue d'œdème des membres inférieurs chez notre patiente ou alors devant les signes de complications, les signes d'alerte, à savoir les céphalées, les flous visuels, les douleurs épigastriques en bas et bien tous les autres signes systémiques. À l'interrogatoire, nous allons rechercher les facteurs de risque. Nous allons rechercher la présence de céphalées, de douleurs abdominales, de nausées, de vomissements, d'oligurie, d'anévrie. L'examen physique sera le plus souvent pauvre. Nous aurons cependant, au niveau des paramètres, des chiffres tensionnels qui pourraient être élevés, tension artérielle supérieure à 170. Parfois, nous avons une hauteur utérine inférieure à l'âge gestationnel, ce qui traduit ici un retard de croissance intra-utérin le plus souvent. Les bruits du cœur du fœtus peuvent être présents ou absents selon la forme clinique qui se présente à nous. Et la patiente présente le plus souvent des œdèmes des membres inférieurs. Sur le plan paraclinique, nous avons à la manière de donner une protéinurie le plus souvent supérieure à 2 croix. Nous pouvons être, dans des cas de doute, nous aider d'une protéinurie de 24 heures. Nous avons une uricémie le plus souvent supérieure à 360 mmol par litre. Les bilans de coagulation peuvent révéler des anomalies, des troubles de la crasse sanguine. Sur le plan hépatique, nous allons rechercher les transaminases, l'aptoglobine, le LDH. Nous allons faire systématiquement chez notre patiente un bilan rénal, l'urée et la créatinine. Le bilan ophtalmique avec un fond d'œil, nous avons dit qu'il peut y avoir des décollements rétiniens qui sont plus souvent à l'origine des flous visuels, des autres troubles de la vision. Sur le plan fœtal, nous avons les échographies obstétricales. Dans le but de rechercher le bien-être fœtal, on s'aidera du score de Manning, du Doppler ombilical et cérébral, du Doppler utérin. Et également, nous pouvons suivre le bien-être fœtal à l'aide d'une cardiotomographie externe ou interne dans les limites le peuvent chez nous externes. Alors, quels sont les diagnostics différentiels d'une prééclampsie? Nous avons dit que nous sommes dans un cadre typique de prééclampsie uniquement. Si ce n'est pas une prééclampsie, ça peut être quoi? Ça peut être une HCH gestationnelle, c'est-à-dire une élévation tensionnelle après une semaine sans protéinurie. Ça peut être une HCA chronique, c'est-à-dire une personne qui était déjà hypertendue, connue avant sa grossesse, ou alors qui avait une tension artérielle de base qui était supérieure à 140/90, ou alors une personne qui présente une prééclampsie surajoutée. C'est une personne qui avait déjà une hypertension qui développe en cours de grossesse une protéinurie. Alors, quelles sont les formes cliniques? Nous pouvons avoir les formes selon la sévérité, les prééclampsies légères, les prééclampsies sévères, nous en avons parlé plus haut, et les formes compliquées. Alors, la principale forme compliquée, la principale complication de la prééclampsie, c'est l'éclampsie. L'éclampsie, c'est quoi? C'est la survenue de crise tonico-clonique généralisée suivie d'un état comateux chez une patiente qui présente une prééclampsie. Ou alors, c'est la survenue de tout événement neurologique chez une patiente atteinte de prééclampsie. Si nous avons une patiente prééclamptique connue ou alors qui est de la surcharge tensionnelle, qui présente des crises convulsives tonico-cloniques généralisées, ou alors qui présente une altération de la conscience, nous sommes en droit d'évoquer prioritairement chez cette patiente une éclampsie. L'éclampsie, c'est la principale complication de la prééclampsie sévère. Nous avons retrouvé dans une étude que nous avons menée que la prééclampsie constituait 36% des complications. L'éclampsie au camp poumon constitue 36% des complications de la prééclampsie sévère. Le plus souvent, nous avons des prodromes. Les prodromes de l'éclampsie sont les céphalées frontales en casse pulsatile, une somnolence, des vertiges, une vision floue, une amorose, des phosphènes, un brûlement d'oreille. À l'examen physique, le plus souvent, nous avons une élévation de la tension artérielle, une hypertonie généralisée avec des mouvements saccadés pendant la crise et un coma post-critique. La bandelette, la protéinurie sera le plus souvent supérieure dans la sérum et le sémi également sera élevé. La deuxième complication de la prééclampsie sévère, c'est le placenta abruptio, qui est un décollement prématuré d'un placenta normalement inséré. Je disais dans la présentation que j'avais faite chez moi du troisième trimestre que lorsque nous avons une patiente qui présente un décollement placentaire prématuré, dans une abruptio, il faudrait rechercher comme facteur de risque une hypertension et un traumatisme. Donc, c'est un facteur de risque connu d'abruptio placentaire. Alors, la patiente se présentera le plus souvent en consultation avec des douleurs abdominales,
des vertiges, asthénie et des métrorragies noirâtres. À l'examen physique, nous allons rechercher bien évidemment l'état général qui sera altéré, les paramètres de la malade qui peuvent être conservés ou alors la malade peut être en instabilité hémodynamique. Les conjonctifs seront le plus souvent pâles. Nous allons avoir une contracture utérine. On dit que l'utérus est, on parle de l'utérus de bois. Donc, c'est un utérus qui est dur et douloureux. Il se relâche très peu entre les contractions. Et les bruits du cœur du fœtus sont le plus souvent absents, mais ils peuvent être présents. Et nous avons des métrorragies, un saignement périvaginal noirâtre d'abondance variable à l'examen vaginal. L'examen paraclinique, l'échographie va objectiver le décollement placentaire. Et nous allons à la biologie diagnostiquer une protéinurie et nous allons rechercher les troubles de la croix sanguine avec le temps de prothrombine. Nous allons avoir une thrombopénie et nous allons avoir les produits de dégradation de la fibrine qui seront élevés. Le L syndrome, quant à lui, est un syndrome biologique qui associe une thrombopénie inférieure à 100 000, des cytolyses hépatiques avec azate supérieur à 2 fois la normale et une hémolyse. Les signes fonctionnels sont une douleur épigastrique en bas, on parle du signe du chaussier. Nous allons avoir des nausées, des vomissements. À l'examen physique, la patiente peut avoir des paramètres plus ou moins stables. Nous avons une sensibilité à l'hypocondre droit. Les bruits du cœur sont le plus souvent présents et réguliers, mais peuvent être absents selon la présentation clinique. Et l'appareil clinique fait état d'une thrombopénie, d'une élévation de l'azate, la présence des schizocytes au frottis sanguin, un tas de prothrombine qui sera bas. Le diagnostic ayant été évoqué, comment est-ce qu'on prend en charge une prééclampsie? Tout d'abord, le traitement est préventif. Il est préventif d'abord. On recherchera toute patiente qui présente un facteur de risque de prééclampsie en consultation. Il faudrait toujours identifier la patiente qui présente un facteur de risque de prééclampsie et la mettre donc sous aspirine avant la 15e semaine, 75 à 150 mg par jour. Ça a été démontré que l'aspirine réduisait de 19% le risque de prééclampsie et de 16% le risque de complications fœtales. À l'aspirine, nous allons adjoindre du calcium, de la vitamine C, une alimentation riche en fruits et en légumes. J'aimerais également ajouter qu'il serait important de contrôler tous les facteurs de risque modifiables. Si obésité encourageait la malade avant, entre les crises à perdre du poids, identifier celle qui a un accent de prééclampsie et autre chose. Donc, le principal traitement, c'est la prévention, tant qu'elle est possible. Maintenant, le traitement curatif, quels sont les buts? Les buts, c'est de contrôler la tension artérielle, de prévenir la survenue des complications maternelles et fœtales avec une bonne maîtrise des chiffres tensionnels. Quels sont les moyens qui s'offrent à nous? J'insiste ici sur les 5 piliers de la prise en charge de la prééclampsie. Chaque fois que nous avons une patiente qui présente une prééclampsie sévère, il faudrait que dans notre prise en charge, nous intégrons ces 5 piliers de prise en charge. Les 5 piliers sont le nursing, les anticonvulsivants, les antihypertenseurs, la normohydratation et l'accouchement par la voie la plus rapide. Je sais que certains ouvrages disent restriction hydrique, mais dans les normes, les nouvelles recommandations, formation de la SFA 2021 par exemple, il est recommandé de réaliser chez la patiente une normohydratation. Alors, le nursing consiste en quoi? Il consistera à la pose d'une voie veineuse, à une hospitalisation du malade déjà, l'installation des cuisses à gauche le plus souvent, la pose d'une voie veineuse, une oxygénothérapie, un sondage vésical, une sonde nasogastrique au besoin. Les anticonvulsivants que nous allons utiliser, c'est le sulfate de magnésium, le diazépam, le phénobarbital. Les antihypertenseurs, nous avons les alpha-adrénergiques centraux, l'alpha-méthyldopa qui est connu sous le nom d'aldomètre, le plus souvent. Les anticalciques, la nicardipine, les alpha-bloquants, le labetalol et les vasodilatateurs périphériques comme l'hydralazine. Nous, dans notre contexte, nous avons plus à notre disposition l'alpha-méthyldopa, la nicardipine et le labetalol. C'est les principales molécules que nous manipulons de manière aisée et qui sont disponibles dans notre contexte à nous. Alors, la normohydratation, c'est 30 cc par kilo par jour. C'est les besoins
du malade et l'accouchement par la voie la plus rapide. La voie la plus rapide peut être la voie basse ou la césarienne, selon le tableau clinique tel que nous présente la patiente et selon le score de Bishop. Ça veut dire que si on a une patiente qui a une éclampsie, on ne va pas commencer à réfléchir à aller la faire accoucher par voie basse alors que son Bishop n'est pas favorable. Alors, déjà qu'on sait qu'on a 12 heures pour la faire accoucher, je vais reparler dans les indications. Donc, tout sera en fonction d'abord du tableau clinique de la patiente et de l'état local du col de la patiente. Alors, quelles sont les indications? Les indications, elles sont en fonction de la forme clinique, du score de Bishop, je l'ai dit. Donc, une malade qui présente une prééclampsie sévère, c'est le nursing, un monitoring cardiotopographique, l'administration d'un anticonvulsivant, ici le sulfate de magnésium en dose de charge, 5 mg dans chaque fesse, plus 4 mg intraveineux. Les doses d'entretien de 5 mg toutes les 4 heures pendant 24 heures. Le traitement antihypertenseur, si la tension artérielle est supérieure à 160-70, nous allons administrer à nos patientes de la nicardipine. Il est recommandé de l'administrer au post-seringue électrique lorsque c'est disponible. Mais ceux qui ne peuvent pas utiliser un post-seringue électrique, généralement, nous faisons des bolus de 1 cc si la tension artérielle est supérieure à 170. Mais la meilleure façon de prendre en charge une hypertension sévère, c'est d'administrer la nicardipine au post-seringue électrique. Les antihypertenseurs en général. Dans la prééclampsie sévère, l'accouchement doit se faire dans les 24 heures. Vous allez me dire 24 heures à partir de quand? Alors, si nous recevons la patiente prééclampsie sévère, c'est vrai que le mécanisme a commencé bien avant, mais nous avons 24 heures pour la faire accoucher. Passé ce délai, nous sommes exposés à toutes les complications possibles. L'éclampsie, c'est le nursing, c'est l'hydratation, comme dit. C'est le même principe, mais ici, l'accouchement se fait dans les 12 heures. Dans le F syndrome, il faudrait corriger les troubles de la coagulation, placement congelé, les constatés plaquettaires, le sang total frais quand c'est le seul dérivé sanguin qui est à notre disposition. Également, il faudra faire une prévention des convulsions et une corticothérapie. La corticothérapie dans le F syndrome reste encore controversée. Certains auteurs pensent que ça améliore le pronostic, d'autres pas. Donc, pour l'instant, ça reste une controverse. Alors, selon l'indication HA, une prééclampsie légère, c'est le suivi en externe, le repos et la surveillance. Une HA sévère, une hospitalisation. Avant 34 semaines, on fait une maturation pulmonaire, on fait l'extraction fœtale. Après 34 semaines, on fait une extraction fœtale par voie basse ou par césarienne selon les modalités. La surveillance de la prééclampsie est échographique, est clinique et paraclinique. Sur le plan clinique, on surveille la tension, on surveille les signes de sévérité. Sur le plan paraclinique, on surveille la biologie, on surveille les paramètres échographiques, la croissance du bébé, le liquide amniotique, les dopplers utérins et les dopplers fœtaux. Ceci dit, parvenu au terme de notre présentation, nous disons donc que la prééclampsie est une pathologie potentiellement grave. Le diagnostic est basé sur l'anamnèse, la clinique et la paraclinique. Les complications sont multisystémiques et le traitement après prééclampsie doit être envisagé le plus tôt possible. S'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans ma présentation et sur laquelle j'aimerais insister avant de terminer cette rencontre, c'est que la prise en charge de la prééclampsie est multidisciplinaire. Elle associe les réanimateurs, les gynécologues, les biologistes, les cardiologues, les néphrologues. C'est une prise en charge qui est multidisciplinaire. Je n'ai peut-être pas aussi l'incidence rénale aiguë, autant pour moi, qui également est prise en charge par hydratation, par bolus de l'azélix et même par dialyse dans les cas des formes sévères. Donc, sur ce, je vous remercie et j'espère, je suis ouvert à toutes questions et suggestions. Merci. Merci, docteur, infiniment pour cette présentation.
Nous allons donc passer à la phase des questions-réponses. Vous êtes tous invités à poser une ou deux questions. Ça se passera de cette façon. Donc, si vous avez une question, vous levez la main et la parole vous sera attribuée. Pour les plus timides, vous pouvez écrire dans le chat et je vais transmettre votre question au docteur Moll. Donc, nous avons environ 15 à 20 minutes pour la séance de questions-réponses. Merci. Four Chaps a levé la main. Vous avez la parole. Bonsoir, docteur. Moi, c'est docteur Fourchap. Je suis résident en première année à la faculté de médecine à l'université de Boya. Donc, je ne sais pas si je peux continuer en anglais. Allez-y, docteur. D'accord. Doctor, thank you for your presentation. It was very interesting and I think I've learned a lot. I have some worries. When you were outlining the complications of severe preeclampsia, you talked about, in fact, when you're talking about the axis of management, you talked about hydration. And we all know that one of the complications of severe preeclampsia is non-cardiogenic pulmonary edema. So I was particularly interested in the way you will hydrate these patients. I don't know if you... Merci, docteur Fourchap. Alors, Yes, j'ai dit dans ma présentation qu'on faisait une normohydratation. C'est-à-dire que le patient ne bénéficie que de ses besoins liquidiens de base. On ne lui donne pas plus qu'il n'en faut. Certains auteurs, à l'époque, on disait qu'il fallait faire une restriction hydrique. Mais de plus en plus, on recommande de faire une normohydratation, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas plus que ce dont il a besoin. Ça veut dire que c'est calculé selon les différentes modalités. On n'a pas de 36 kilos. On sait que 36 kilos, c'est les besoins liquidiens normaux et totaux du malade en 24 heures. Donc, on ne fait pas une hyperhydratation à notre malade, non. On ne lui donne pas plus de liquide qu'il n'en faut. Je ne sais pas si on se... J'ai bien compris, docteur. And then when we're talking about the physiopathology of preeclampsia, you talked about abnormal trophoblastic invasion at I think about 16 weeks. We're talking about the second invasion. And yes, you're talking about the second invasion, yes. So I'm a bit confused because what I have read because when you look at the Williams obstetrics, I think the 18th edition, they talked about an abnormal, in fact, they were talking about the problem starting at the first trophoblastic invasion at 12 weeks. And then when there is a problem at the trophoblastic invasion at 12 weeks, it is now the second one only comes to confirm, or let's say worsen now the preeclampsia. That is more like the onset and the severity of the preeclampsia. So when you're precising about the fact that it's more about the second trophoblastic invasion, I was a bit troubled. Maybe I will have to go and check again. Alors, ce qui est décrit dans la littérature, c'est que la prééclampsie est secondaire à un défaut de la seconde invasion trophoblastique. Parce que tu es d'accord avec moi qu'à 12 semaines, la prestation n'est pas terminée. Oui. Donc, c'est la deuxième invasion trophoblastique qu'il y a ce phénomène de défaut d'invasion d'artère spiralée qui sera qui va précéder toute la pathogénie que j'ai évoquée. Donc, c'est la seconde invasion trophoblastique. La seconde. D'accord. Et j'ai encore un souci par rapport à c'est-à-dire les différentes lignes des antihypertenseurs qu'on peut utiliser dans la prise en charge du cas de prééclampsie. Donc, je ne sais pas si dans le contexte du prééclampsie sans les signes de danger, est-ce qu'il y en a vraiment une indication pour mettre le malade sur le traitement? Alors, les recommandations disent prééclampsie légère. Ce sont des sans signes de danger, c'est-à-dire que c'est une prééclampsie légère. Prééclampsie légère, c'est repos et surveillance. Les recommandations, c'est repos et surveillance. Mais maintenant, c'est au cas par cas. On peut être amené dans certains cas à mettre la patiente sous antihypertenseur. Mais la recommandation, c'est repos et surveillance rapprochée. C'est ce qu'on doit faire normalement. Il n'y a pas une indication formelle de mise sous traitement antihypertenseur chez une patiente qui a une prééclampsie légère. Non. D'accord. C'est noté. Merci, docteur.
Je vous en prie, docteur. Thank you, Dr. Forchas, for your intervention. Nati Diab a levé la main. Vous avez la parole. D'accord. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend très bien. Merci pour la parole et merci beaucoup au docteur pour la présentation. J'ai quelques préoccupations. La première, c'est par rapport à l'élévation de l'uricémie. Qu'est-ce qui traduit cela? Ma deuxième préoccupation, c'est dans le traitement préventif. Le docteur Moll a parlé de l'utilisation du calcium à une dose de 1 à 1,5 g par 24 heures. Pourquoi le calcium est nécessaire dans la prévention? On donne des inhibiteurs calciques lorsqu'une patiente fait une prééclampsie. Ma troisième question, c'est par rapport à l'usage du sérum salé comme soluté de normohydratation. Étant donné que le sérum salé peut faire augmenter la tension artérielle, pourquoi hydrater les patients qui font une prééclampsie avec du sérum salé plutôt que du ringe lactate, par exemple? Et ma dernière question, c'est par rapport à la nicardipine comme antihypertenseur. Bon, le docteur a juste détaillé, donné un peu le protocole du sulfate de magnésium. Alors, ma question est de savoir dans quel cas utilise-t-on la nicardipine, où on utilise que ce qu'on a et s'il peut nous donner les doses qu'il faut utiliser pour la nicardipine. Merci. Alors, merci. Merci, docteur. Je commence par la fin. Vous avez dit pourquoi la nicardipine. J'ai dit dans la présentation que la nicardipine, de préférence, administrée pour seringue électrique, quand c'est possible. Ça permet d'avoir une couverture, surtout sur le 24, dans les 24 heures en antihypertenseur. Le cas échéant, quand on n'en a pas, on peut faire des bolus. On fait des bolus de 1 cc toutes les heures si la tension est supérieure à 160/110. Si on a une tension artérielle supérieure à 160/110, on peut faire des bolus quand on n'a pas de pause électrique. À la limite, quand on a une patiente consciente qui n'a pas d'autre gravité, on peut la mettre sous traitement oral. C'est-à-dire, on ajuste les doses de nicardipine par voie orale, 20 mg, 3 fois par jour ou 4 fois. C'est-à-dire toutes les 8 heures ou toutes les 6 heures, en fonction des chiffres naturels. Donc, c'est différentes possibilités thérapeutiques, mais les chiffres à 160/110, il serait préférable injectable ou pour seringue électrique, ou alors lorsqu'on n'a pas cette possibilité, on peut aller au traitement oral quand la patiente peut boire, quand elle est consciente, 20 mg les 8 heures, 20 mg toutes les 6 heures de la patiente. Ensuite, vous avez demandé, deuxième question, c'était pourquoi le sérum salé. Le sérum salé ne lève pas la tension. Le sérum salé, c'est un soluté de remplissage. Il rétablit la volémie. Pourquoi le sérum salé? Parce que c'est un soluté qui est physiologique, qui n'est pas loin de l'autorité, et parce que le ringal lactate, lui, par contre, présente une composition qui le contre-indique un peu dans le cas de prééclampsie sévère. Il est préférable d'utiliser le sérum salé. Vous savez, il y a que si on a un œdème cérébral et autres, ce ne serait pas judicieux de venir mettre du ringal lactate dans ce cadre-là. Troisième question. Vous avez demandé pourquoi la vitamine C. Alors, il a été démontré dans des études que les patients qui étaient mis sous vitamine C sont des patients qui étaient mis sous vitamine C présentaient moins de prééclampsie que ceux qui n'en avaient pas. Donc ça, c'est de la recherche analytique, que ce soit la vitamine C, que ce soit le calcium. Donc, il a été démontré que c'est des molécules, des médicaments qui préviennent en quelque sorte la survenue de prééclampsie. Je ne sais pas si j'ai oublié une question. Je crois que j'ai répondu à toutes vos questions, docteur.
Docteur, la dernière question était par rapport à l'uricémie. Qu'est-ce qui Alors, explique l'élévation de oui, l'uricémie? j'ai dit dans ma présentation que les troubles sont d'ordre systémique. Donc, dans les troubles systémiques, il y aura, lié à tout ce qui est cytotoxique dans la circulation sanguine, il y aura une élévation de l'acide urique. C'est même l'un des marqueurs de la sévérité de la prééclampsie. Donc, c'est tous les mécanismes immunologiques qui ont lieu, qui concourent à cette élévation de l'acide urique, de l'uricémie. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. D'accord. Merci beaucoup. Je crois que toutes mes préoccupations sont prises en compte. Merci. Je vous en prie. Autre question? Merci, docteur Dieudonné, pour les questions. Borel a levé la main. Vous avez la parole, Borel. Ok, merci docteur pour la présentation. Je suis étudiant en 5e année à la faculté de médecine de Tian. Bon, j'avais deux questions. Je pense que la deuxième, on a déjà répondu. C'était concernant le calcium et la vitamine C, le préventif. Donc, vous avez déjà répondu à cela. Maintenant, concernant la première question, je voudrais un peu savoir, compte tenu du mécanisme éthiopathogénique de la prééclampsie, tel que vous avez bien décrit, comment est-ce que cela parvient à aboutir à une baisse de la pression oncotique, de telle sorte que dans les complications systémiques, on puisse avoir une édème aiguë du poumon? Je ne vois pas un peu bien cela, je ne visualise pas bien cela. Merci. Je ne reprends pas bien la question, revenez un peu. Je dis ceci, concernant, compte tenu du mécanisme éthiopathologique que vous avez évoqué concernant la prééclampsie, et dans les complications systémiques, vous avez évoqué l'œdème aigu du poumon et vous aviez dit que c'était en rapport avec une diminution de la pression oncotique. Donc, j'aimerais un peu comprendre le lien avec le mécanisme éthiopathogénique de la prééclampsie, comment on aboutit à avoir une baisse de la pression oncotique. Ça m'échappe, je ne vois pas, je ne comprends pas un peu. Alors, j'ai dit dans le mécanisme du poumon qu'il y avait un mécanisme. S'il vous plaît, découpez vos micros. Je fais l'imaginaire selon. Il y a Zispan. Moi, j'utilise Zispan ici, gars. C'est bon, merci. Il y a trois principaux mécanismes qui expliquent le l'œdème aigu du poumon dans une prééclampsie. On a une altération de l'intégrité de l'endothélium capillaire. J'ai expliqué que c'est la sécrétion, l'infarctus et autres, on aura sur le plan local, sur le plan vasculaire, des lésions endothéliales. On a une augmentation de la pression hydrostatique. J'ai dit que le principal mécanisme de l'œdème aigu du poumon, c'est l'altération de l'intégrité de l'endothélium capillaire. Et ça fait partie des mécanismes pathogènes que j'ai évoqués. En plus, on a une augmentation intravasculaire de la pression hydrostatique. Puisqu'il y a hypertension, il y a beaucoup de sang qui revient et la pression hydrostatique augmente. Et maintenant, on a une diminution de la pression hydrostatique qui est physiologique du fait de l'hypoprotidémie de la grossesse. On a dit que pendant la grossesse, dans l'inversion physiologique cardiovasculaire, on a une hémodilution. Donc, on aura une hypoprotidémie physiologique. Donc, c'est la somme de ces trois mécanismes-là qui favorise la survenue d'un œdème aigu du poumon. Ce n'est pas la diminution de la pression oncotique, tout simplement. Autre question? Pour la question, docteur Sepp a levé la main. Docteur, vous avez la parole. Merci, docteur Moll, pour votre présentation. Je suis le docteur Nsete Emmanuel, médecin généraliste. Je vis à Douala. Donc, nous vous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. Moi, principalement, j'ai une question. C'est celle de savoir, est-ce qu'on peut avoir un syndrome de HELLP sans prééclampsie? C'est-à-dire, est-ce que le syndrome de HELLP est forcément une complication de la prééclampsie? Merci. Est-ce qu'on peut avoir un syndrome de HELLP sans prééclampsie? Je pense que c'est une complication de la prééclampsie. Est-ce qu'on peut l'avoir en dehors de la prééclampsie? Je ne peux pas le dire avec exactitude. Mais moi, je sais que c'est une complication de la prééclampsie. C'est une complication qui survient dans le cadre d'une prééclampsie d'une grossesse. C'est associé une hémolyse, une élévation de chiffres, une élévation de transaminases et une thrombopénie. Le plus souvent, c'est induit par la grossesse. Est-ce qu'on va avoir la grossesse avec moi je fais, je sais que prééclampsie se complique de un syndrome. Donc, je ne peux pas dire avec oui ou non. Ça, honnêtement, je ne peux pas vous répondre de manière juste. Mais je sais que c'est une pathologie qui est
un syndrome qui est associé à la grossesse, à la prééclampsie. Donc ça, c'est ce que je peux vous dire. D'accord, merci, monsieur. Merci, docteur Moll. Merci, docteur, pour la question. Docteur Moll, nous allons regarder le chat pour pouvoir poser les questions de ceux qui ont juste écrit. Bon, nous allons commencer par la première question qui disait, s'il vous plaît, docteur, c'est quoi la douleur en bas, la douleur épigastrique en bas? Comme on dit dans les types de douleurs, douleur à type de bas, douleur à type de concession, c'est comme une douleur à type d'étau, comme un étau, quelque chose qui comprime la poitrine, qui va de l'hypochondre jusque dans le dos. C'est comme un resserrement au niveau épigastrique hypocondrial et dans le dos de la patiente. En bas, c'est la description sémiologique de la douleur. C'est ça qu'on appelle douleur épigastrique en bas. C'est comme s'il y avait une constriction, un étau qui se resserrait entre la poitrine. C'est une douleur qui est pathognomonique d'un F syndrome. Merci, docteur. La prochaine question. S'il vous plaît, docteur, est-ce qu'une absence de BDC traduit un abruptio? Est-ce qu'une absence de BDC dans un abruptio traduit automatiquement une mort fœtale? Alors, pour dire qu'il y a une mort fœtale in utero, il faudrait qu'on pose l'identique sur un faisceau d'arguments. Ce n'est pas juste le BDC. La technique peut ne pas, la personne qui perçoit peut ne pas être expérimentée, l'appareil peut ne pas être, ainsi de suite. Je pense que pour parler de mort fœtale in utero, si on a une absence de mouvement cardiaque à l'échographie, on peut parler de mort fœtale in utero. C'est pas, si vous essayez, vous, cliniquement d'ausculter, vous n'avez pas les bruits de cœur fœtal, ça ne suffit pas pour dire qu'il y a une mort fœtale in utero. Le diagnostic se pose sur un faisceau d'arguments, arrêt de mouvement actif fœtaux. Allô? Oui, docteur, vous êtes arrivé à l'arrêt de mouvement. Je disais que c'est devant un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques qu'on va poser le diagnostic de mort fœtale in utero. Il ne suffit pas juste de dire que je n'ai pas eu de BDC, donc il y a une mort fœtale in utero. Ça peut être une mauvaise technique, ça peut être l'appareillage qui n'est pas bon et autres. Donc, il faut céder un faisceau d'arguments cliniques et paracliniques pour conclure qu'il y a une mort fœtale in utero. Autre question? Autre question. Autre question. Docteur, on demandait, s'il vous plaît, docteur, quel est l'intervalle entre l'utilisation, entre l'administration du sulfate de magnésium et la nicardipine? Les deux n'ont aucun rapport. Le seul magnésium, ça s'administre tous les 4 en 2 entretiens. Donc, il n'y a pas forcément une dépendance d'une administration par rapport au sulfate de magnésium s'administre dans le but de prévenir les convulsions, prévenir une éclampsie, et l'antihypertenseur, c'est pour baisser la tension. Il est vrai que le sulfate de magnésium a des propriétés antihypertensives, c'est vrai. Mais dire qu'il faut attendre 2 heures pour l'antihypertenseur, non. J'ai dit antihypertenseur, c'est tension artérielle supérieure à 160/110. C'est ce que j'ai dit. D'accord, docteur. Une autre question. S'il vous plaît, docteur, n'est-il pas risqué de donner l'aspirine au long cours à une femme enceinte compte tenu de sa propriété anti-agrégant plaquettaire et du risque de saignement? Je vous remercie. Je remercie à tous les participants. Je remercie à tout le monde, à tous ceux qui ont intervenu, tous ceux qui ont posé des questions. Le docteur Henri Moll a beaucoup de soucis de connexion et vu que la présentation est finie, j'espère que tout le monde a retenu une ou deux choses qui vont pouvoir nous aider dans la prise en charge des patients souffrant de prééclampsie et d'éclampsie. Dans le chat, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues. Je vous prie de nous déplacer vers le groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, on essaiera de répondre aux questions autant que possible. Merci encore une fois de plus d'avoir participé. Restez scotchés sur toutes les chaînes du Medical Mind. Medical Mind
sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. L'enregistrement de cette vidéo sera disponible sur la plateforme YouTube et les anciens cours sont aussi disponibles sur la plateforme YouTube. Donc, vous pouvez juste aller regarder. Pour les liens, n'hésitez pas à demander dans tous les groupes WhatsApp. Merci au docteur Henri Moll pour la présentation. Merci à tout le monde. Je crois qu'on va arrêter là et allons donc à WhatsApp pour la suite des questions et des réponses. Merci tout le monde.